mon livre traite de l'image de Maximilien Robespierre dans le discours politique. Vous me direz, pourquoi un ouvrage sur Robespierre? On a déjà vu récemment la publication de plusieurs biographies et des ouvrages sont déjà sortis sur son image. Cependant, j'ai constaté que l'image de Robespierre avait surtout été étudiée dans le domaine de l'historiographie, des beaux-arts ou de la littérature. Et rien n'avait encore été fait jusqu'ici sur le discours politique. Or, l'étude du discours politique, en faisant un détour par l'étude du discours politique, on voit que l'image de Robespierre se construit d'abord dans ce discours avant d'être véhiculée par l'historiographie. Et en réalité, la construction d'une image de Robespierre répond à des besoins politiques précis, à un moment politique donné, pour un courant politique particulier. Ce détour permet de comprendre que, contrairement à ce que l'on pense habituellement, la légende noire de Robespierre n'est pas une, mais multiple. Il existe en fait 4 légendes noires qui apparaissent entre 1789 et le milieu du XIXe siècle et qui correspondent à 4 courants politiques distincts. On distingue tout d'abord une légende noire conservatrice qui apparaît dès 1789 et le présente comme un anarchiste qui veut détruire la monarchie absolue, un niveleur, un impie. Une légende noire libérale se développe par la suite, qui va plutôt le présenter comme le tyran et un tyran qui serait un tyran clérical. Enfin, à partir des années 1830, apparaît ce que moi j'appelle la légende dorée de Maximilien Robespierre. Elle naît dans les milieux républicains les plus radicaux, qui ont le sentiment que la révolution de 1830 leur a été volée, au vu du tournant conservateur pris par la monarchie de Juillet. Ils vont alors chercher à réhabiliter Maximilien Robespierre. Ils le présentent comme un apôtre de ce que l'on appellera la République démocratique et sociale à partir de 1848. C'est le défenseur de l'égalité politique et sociale, le théoricien d'un droit à l'insurrection qui doit faire advenir cette République, et l'apôtre d'une religion de la fraternité qui pourrait servir de ciment au nouvel ordre social issu de cette révolution. Cependant, très rapidement, des courants politiques de gauche vont critiquer cette légende dorée et on voit apparaître 2 nouvelles légendes noires de Robespierre qui n'ont rien à voir avec les légendes noires de droite. Tout d'abord, dans les années 1840, se développe une légende noire que j'appelle communiste, c'est-à-dire qu'elle va critiquer le manque d'ambition sociale de Robespierre et ses idées cléricales. Puis au milieu du 19e, apparaît une légende noire que j'appelle anarchiste, qui va critiquer l'autoritarisme de Maximilien Robespierre, tout en reprenant également les dénonciations de la légende noire communiste. Pour l'étude de la naissance de la légende dorée de Robespierre, j'ai étudié l'image de Robespierre dans les écrits de la Société des Amis du Peuple et de la Société des Droits de l'Homme, qui sont les sociétés républicaines les plus radicales qui apparaissent au début des années 1830. Puis j'ai étudié la diffusion de cette légende dorée dans les écrits biographiques consacrés à Robespierre, qui paraissent entre 1830 et le milieu du XIXe siècle. Pour l'étude de la légende noire, je me suis tout d'abord appuyée sur des sources traditionnellement étudiées, mais que j'ai étudiées sous un angle nouveau. Je pense notamment au rapport Courtois, aux histoires de Mignet, de Thiers ou encore de Michelet. J'ai aussi travaillé sur des écrits politiques qui n'avaient jamais été utilisés dans cette perspective. Il s'agit notamment des ouvrages qui ont été produits à l'occasion des querelles doctrinales qui accompagnent l'émergence du mouvement néo-babouviste dans les années 1840. L'étude de ces sources m'a permis de poser un cadre interprétatif que je présente dans les 2 premières parties de mon ouvrage. À partir de là, j'ai cherché à valider ce cadre interprétatif et à voir si ces légendes avaient perduré dans le discours politique au-delà de leur période de naissance. Pour cela, j'ai procédé à une étude des comptes rendus intégraux des débats parlementaires de la Restauration à la fin du XIXe siècle. J'ai fait une étude à la fois qualitative et quantitative que je présente dans la 3e partie de mon ouvrage. Cela m'a permis de valider mes hypothèses et je précise qu'il s'agit de sources très riches qui sont malheureusement assez peu étudiées alors qu'ils ont un rôle très important dans les débats du XIXe siècle. Ce livre permet de comprendre pourquoi, plus de 2 siècles après sa mort, Robespierre reste au cœur des débats mémoriels sur l'héritage de la Révolution française et plus largement sur la conception de la République. Au XIXe siècle, l'image de la Révolution française était associée
de nombreux acteurs politiques. Aujourd'hui, qui, dans un débat télévisé, va évoquer le souvenir de Bailly, de Pétion ou encore de Barrère? Par contre, la référence à Robespierre, elle reste omniprésente, notamment parce que ces légendes noires qui ont été construites au XIXe et cette légende dorée ont contribué à l'imposer comme une référence majeure, voire comme une incarnation de la Révolution, ou au moins d'une partie de la Révolution. Par ailleurs, mon livre montre que la diffusion de ces légendes a contribué à occulter des pans entiers de la pensée de Maximilien Robespierre. Jusqu'ici, on s'est intéressé de manière privilégiée à la pensée de Robespierre sur l'égalité, à sa pensée sur la religion, à sa pensée sur la violence révolutionnaire. Par contre, sur des sujets plus juridiques qui étaient pourtant au cœur de sa pensée, on a montré relativement peu d'intérêt. Et la question de la liberté chez Robespierre n'a fait l'objet d'aucune étude approfondie. Alors mon propos, c'est aussi de montrer que Robespierre peut rester encore un sujet d'actualité et un sujet d'étude pour les historiens.